Loisirs chasse et pêche vous est présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. Ah oui, une belle grosseur, toi, gars, 37 pouces. Un beau petit musky Oui. sur un YG Jerk. À peu près ça, 36 pouces, hein? À peu près 36-38 pouces. Un beau petit poisson. La robe est différente du brochet, hein? Et voilà. Bonsoir et bienvenue à Loisirs Chasse et Pêche. Plan de match de la soirée. On vous parle de barres rayées. On parle également des grands classiques au niveau des leurres de pêche, littéralement le coffre à pêche de poche. On va aussi parler de nettoyage de crâne, assez intéressant. On va avoir des petites bébites en studio, manquez pas ça. Autre sujet d'une grande importance, je débute avec ça, des nouvelles qui sont toutes fraîches sorties et qui viennent porter un petit baume sur les annonces de grandes coupures. Vous savez, les mesures d'austérité qu'on a annoncées avant les fêtes et qui courent toujours, évidemment. Dans un premier temps, première nouvelle qui nous vient du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, on annonce l'embauche de 24 nouveaux agents de la faune au courant de l'année. Fait important, par contre, à comprendre dans cette nouvelle-là. Lorsqu'on s'entretient avec Patrick Girard, qui est du Collège d'Alma, on nous avise de ce côté-là qu'il y a déjà quand même 2 cuvées d'étudiants diplômés au collège qui totalisent 54 étudiants qui sont présentement sur le marché et pas engagés à terme d'agents de la faune. Il y a aussi une 3e cohorte d'étudiants qui va sortir cette année. Donc, peut-être un peu de contingence au niveau de la disponibilité des 24 postes qu'on nous annonce. Toutefois, c'est une belle nouvelle. Ça veut dire qu'on va de l'avant à ce niveau-là. Prochaine nouvelle, très intéressante et importante aussi. On parle maintenant du gouvernement Harper qui vient d'annoncer 3,3 millions de dollars. Et le 3,3 millions de dollars va être attribué très directement au projet de conservation des pêches récréatives au Québec dans un projet très précis, plan de conservation nationale. Et là, pour nous, ici au Québec, ce que ça veut dire qu'on a accepté cette année 2 programmes parce que, by the way, le choix des programmes est terminé. Le temps de dépôt est terminé pour ce programme-là. Et les 2 qui ont été retenus au plan provincial, c'est un projet des gestionnaires de ZEC de la capitale et un projet au niveau de la CEPAC dans le territoire de Portneuf, principalement ciblé au niveau des travaux qui vont être faits sur les frayères dans ces secteurs-là, mais aussi au niveau des ZEC, des travaux qui vont être faits sur les ponceaux, d'une grande importance aussi au niveau de la fraie de la truite. Ce que ça veut dire de manière générale, et on y va en chiffres, ce programme-là a déjà été capable d'injecter quand même tout près, pas tout près, littéralement 18 millions de dollars dans plus de 300 projets depuis le début de ce plan-là. Donc, ça augure bien. Ce sont de bonnes nouvelles qui nous donnent un petit peu de lueur dans cette grande tollée-là de coupures au niveau de la faune. On doit se quitter le temps d'une première pause. Après la pause, on vous parle de pêche au masquinongé. On en fait une belle et surtout une belle excursion. Restez là! Richard Couturier, la dernière fois que tu m'as amené à la pêche, il me semble qu'il faisait plus chaud que ça. Je vois pas de quoi tu parles, non? c'est l'automne, hein? Là, on est dans le mode musky, on est dedans jusqu'au cou, là. On est dans ta 2e fièvre à toi, le musky. Ouais. Là, tu nous amènes vivre ta fièvre. Mais, Puis pas tout seul, on a des invités. Tu m'as amené quelqu'un? oui, je te présente Yvon Grisé. Yvon est un artisan québécois qui fabrique des leurres. C'est Oui, propre on en leurre. a C'est parlé. un bon pêcheur de musky aussi. Puis ça fait quelques années là, qu'on pêche ensemble. Là, on a bien du fun. Puis lui aussi, est assez fou. Là. On est de la même ligue. Là. Yvon, tu vas être sur une 2e embarcation sur la rivière. On va se tenir proche parce que ça a l'air qu'ici, on peut avoir besoin de 3 paires de bras pour sortir un poisson. En tout cas, c'est ce qu'il me dit. Là. Moi, je me fie à lui. Là. Juste à côté de moi, j'ai notre capitaine pour la journée, Michael Champagne de Pomerleau des bateaux. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes. Écoute, on a une grosse embarcation aujourd'hui qu'on va essayer en même temps. Oui, effectivement, on a amené le Intruder, une nouveauté 2014, vraiment de quoi, du bon matériel. On va être à l'abri, parce qu'on a quand même une belle couverture tout le tour. On va être en stabilité parce qu'on a une belle largeur. On en reparle rendu sur le plan d'eau. Là, qu'est-ce qu'on fait, les gars?
On embarque tout ça à l'eau, puis on s'en va pêcher. Richard, quand on planifie une pêche au mesquinongé, ça prend quand même un bel éventail de leurres. Puis généralement, on va pas vers les petits poissons nageurs. Non, exact. Ben en fait, on va adapter un peu. Écoute, quand on s'est parlé pour préparer notre journée de pêche, tu me disais que tu avais des lancers légers. Oui. Fait que je t'ai amené un assortiment de leurres. J'ai pas pris mes gros leurres, OK? Mais c'est quand même gros. C'est mes petits leurres. Parce que justement, tu me parlais de lancer léger, fait que j'ai pris une sélection que je me disais, on va faire attention à tes moulinets pour pas que tu les casses trop vite. Parce que normalement, là, écoute, un lancer léger, là, gros Oui. format, ça va faire la job, mais dans certaines circonstances. Si on prend les jerkbait, là, ça ici, là, c'est Oui. très, très gourmand. je vais C'est dire. demandant. C'est dur sur tout ce qui est la mécanique des moulinets, les cannes, le fil. Ça, c'est un jerkbait qu'on appelle. Fait au niveau de l'action du leurre, là, tantôt, on va faire des exemples, on Oui. va pêcher avec ça. Tu bourrasses ton équipement tant que tu peux. Normalement, si tu ne sues pas à grosses gouttes, t'es pas tout à fait correct. T'es pas dans la bonne Ouais, technique. Habituellement, là, après une journée de pêche avec ça, tu as des bleus d'un côte Oui, parce que c'est de même que ça se c'est passe. ça, c'est ça. Mais en même temps, je me suis pas limité à ça. Les coffres que j'ai amené des leurres pour toutes sortes de conditions. OK? Ben oui. J'ai des leurres de surface, j'ai des leurres... Aujourd'hui, la présentation ne sera pas vraiment pertinente pour les leurres de surface à cause qu'ils vendent beaucoup, là. Mais des gros jigs, Ben écoute, moi, j'avais amené mon nouvel ami. oui, ça, là, c'est un des bons leurres très connus parmi la communauté des maniaques de musky, là, les bons vieux bulldogs qu'on appelle, là. Ça, c'est des gros jigs pour le musky. Puis écoute, ça, c'est un leurre pour une température comme aujourd'hui. C'est un leurre aussi. fréquent qu'on va utiliser à la pêche au mesquinongé. Oui. Mais ça prend l'équipement, tu le dis, pour aller avec. Si tu mets ça sur la canne à truite conventionnelle, tu fais juste un lancer puis la canne est cassée. Cling! Si tu mets un 20 livres là-dessus, tu fais un poisson, c'est cassé, ça prend du gros Puis kit. là, on là. parle même pas d'attaque de poisson, on parle strictement que de la rétention que va donner l'action du leurre dans l'eau, la pesanteur du leurre. C'est pesant, ça, là, non? C'est une demi-livre fort. Ah oui, oui. Il y a des leurres, là, dans le monde du musky, là, ça n'a plus de limite. Là. Les leurres, là, 15, 16, 17 pouces, là, 20 pouces, des grosses affaires épouvantables. Là. Fait que ça existe dans le monde du musky. Puis là, c'est ça. On n'est pas encore le temps de l'année où ce que vraiment le musky va sélectionner les plus grosses proies, les plus gros leurres. On commence en période de transition. Là. OK. Ce qui fait que là, on n'est pas encore dans les gros leurres. La sélection qu'on a amenée là, devrait faire la job. Tu as des leurres pour de la traîne, tu as des leurres pour du lancer, tu as des leurres pour jiguer, tu as des leurres de surface, moyenne profondeur. Tu sais, on va travailler, avec ce qu'on a ici, là, on peut travailler un bon Ben, c'est parce que tu éventail, dis, là. on n'est quand même pas dans les gros leurres. Quand ça commence à dépasser ma main de 2 pouces, c'est quand même pas pire, tu sais, comme grosseur de leurre. Et c'est aussi une chose, je me dis, les gens vont souvent revenir de la pêche au musky et dire, bon, on en a pris, mais pas énorme. Mais souvent, le choix de la proie que tu offres à ton poisson, ça va faire en conséquence du poisson que tu vas attraper au bout de la ligne. C'est-à-dire que si tu y vas avec des poissons nageurs de cette longueur-là, bien, ça se peut qu'on soit dans le mesquinongé petit. Le gros n'ira pas nécessairement dépenser une grande énergie pour, au bout de la ligne, avoir un petit apport calorifique. Il va s'en aller sur quelque chose qui en vaut la peine. Les petits leurres, effectivement, plus petits muskies, ça fait du sens, mais tu vas empoigner des gros, pêche gros. Minimum de configuration au niveau de la canne, selon mon ami et expert du musky. Ben écoute, il y a les compromis. Oui. Là, comme là, je vois que tu as une canne à lancer léger. Oui. Par contre, au niveau de C'est la... une spéciale musky, par exemple. C'est Oui. une tactique spéciale musky. Donc, elle peut en prendre. Mais oui, c'est une configuration lancer léger. Par contre, tu as remarqué, j'utilise le moulinet que Tactique, donc éthique, a prévu pour sa canne de surfcast, donc de pêche en haute mer. La mécanique de freinage n'est pas en plastique. La mécanique de freinage est tout métal. C'est sûr que il va moins encaisser qu'un Okuma gros comme ça, par exemple, pour la pêche au jerking comme ça. Mais écoute, d'après moi, on va le voir, on va le mettre au test aujourd'hui. C'est le bon moment pour le mettre au test, mais c'est quand même un minimum. Parce que le vrai équipement pour le gros musky, Richard, c'est pas nécessairement celui-là. Au niveau de la canne, ça ferait. Au niveau du moulinet, il faudrait que j'upgrade. Je veux juste regarder, Gabin, sur ta canne ici, là. Oui. Tu vas avoir les specs du manufacturier.
Ici, ça dit que c'est une canne de 6 pieds 9 extra heavy, mais encore, là, extra heavy, là, leur weight, tu as le poids des leurres Oui. que la canne est capable de prendre. Là, ici, ça me dit, le manufacturier me dit 1 à 5 onces. Oui. 1 à 5 onces, là, c'est une bonne canne en termes de capacité de charge. C'est une canne qui a un bon gap, je peux dire, d'application. Là. Techniquement, tout ce que tu as là, les leurres qui sont ici, là, ça va bien travailler les avec. prendre. Parfait. C'est ça. Parce que ta petite canne à truite, là, normalement, avec des cœurs, des leurres de 1 demi-once, tu sais, là, on est dans 5 onces. C'est ça, C'est ça. pas le même rapport de proportion. Tu vois, moi, ici, je pêche... Moi, je privilégie beaucoup le lancer lourd, là. Ça, c'est... Moi, je suis un gars de lancer lourd pour le Ben, musky. le terme le dit, de toute façon. C'est un lancer qui est lourd. C'est fait pour lancer des gros leurres puis travailler très fort. Moi, ici, la canne que j'ai, là, 4 à 10 onces au niveau des poids qu'elle va prendre. Fait que je peux me permettre des leurres encore plus gros, là, puis des présentations plus agressives avec une canne plus puissante, là. Puis ça, tu vas voir, si on a des attaques, on va s'en rendre compte assez vite parce que quand ça mord, là, tu sais, un gros leurre en caoutchouc de même, là, c'est pas juste... C'est pas juste de le lancer aussi, là. C'est que le poisson, là, quand il met la gueule là-dedans, là, c'est mou, ça, hein? Oui. Les dents, ils rentrent là-dedans. Mais toi, quand tu fais, là, faut que ça glisse pour que l'hameçon, il pique. Fait qu'il faut que tu varges dans la canne. Là, c'est simple, là. Si ça mord, là, ça va faire comme si tu t'en râpais au fond. Ça barre, là. Puis quand ça fait ça, là, gêne-toi pas, là, varge dans la canne, dis-toi, j'essaye de la casser. C'est ça, c'est ça. Vas-y de c'est même, ça. là, On veut comme ça, tu vraiment manqueras pas le ton piquer ferrage. comme C'est ça. il faut. Attends tu sentes un coup. Si tu vois le poisson, habituellement, il l'a pas encore dans la gueule. Faut retenir ton réflexe. Le temps qu'il C'est prenne quand sa tu le bouchée. sens dans la canne, là, tu rentres dedans. Hey Richard, un gros merci. Là, ça va être là. On pêche, là? On pêche. Yes. Là, Richard, on commence à pêcher. On a fait des choix de l'heure complètement différents tous les trois. Oui, c'est en plein ça. L'idée que j'ai, là, c'est que là, on a un bon courant qui descend, la rivière est haute, puis on a un vent qui est franc nord qui descend la rivière. Ce qui fait que là, on va se positionner le long d'une structure, là, sur une pente descendante. Puis on va lancer en direction de la berge, mais on va laisser le courant nous descendre. Fait Oui. qu'à chaque lancer, on ne lancera pas au même endroit. Puis là, ben, pour maximiser nos chances, on a 3 leurres différents avec des vibrations différentes, des actions différentes. Michael est monté avec un petit crankbait. Toi, je t'ai mis un spinnerbait parce qu'ici, il y a des hauts fonds, puis il y a des patchs de weed en bon Oh, il y a français. de l'herbe, il y a des herbiers Il y a en encore masse. des herbiers. Puis moi, ben, je me suis mis au jerkbait. Fait qu'on a 3 leurres qui vont pas tellement profond. On va commencer à travailler la couche là, de 8 à 15 pieds. Là, on va commencer à travailler dans ces eaux-là. Un petit peu moins creux pour commencer, mais en fur et à mesure de journée, on va aller un petit peu plus creux. Là. Parfait, écoute, je te laisse te faire les bras sur ton jerkbait. J'y vais mollo avec mon spinner. Puis écoute, bonne chance, je m'en vais au bord du bateau. C'est large, hein? Oh oui, écoute, la Cadillac, hein? Oh oui! Vraiment. On a fait quelques passages sur la zone ici et sur quelques autres zones. Ce matin, on avait commencé avec 3 leurres différents. Moi, j'étais sur un spinnerbait. J'ai passé au poisson nageur. J'ai pas eu de réponse vraiment, donc je m'essaie avec une autre forme de leurre avec laquelle on va jerker dans la zone ici, qui est une belle zone avec un bel herbier derrière. Entre-temps, il y a Richard qui est transféré dans l'autre bateau. Question d'aller voir comment ça allait pour notre ami Yvon et pour y tenir un peu compagnie. Il nous voyait jaser tous les trois de ce côté-ci, s'ennuyait, fait qu'on l'a mis à la porte. Donc, on essaye ça. Il y en a un! Il y en a un!
bon, amenez-vous-en! Ouais. Ça vient. Pas tout à fait d'une quarantaine de pouces. Oh mais yeah! Un beau mosquée. Un beau mosquito. Premier de la journée. Ouais. Réalisation. En fait, c'est la troisième attaque qu'ils vont avec. Ça fait deux que je manque, là. Lui, j'espérais bien que d'embarquer dans le puits. Ah oui, une belle grosseur. Toi, gars, 37 pouces. Ouais, au moins 36, ça, c'est sûr. Regarde bien, là. L'idée d'avoir une puise immense comme ça, là, regarde le poisson, là. Présentement, là, il n'y a pas de stress, là. Il est dans l'eau, il va respirer. Fait qu'on peut prendre le temps qu'on veut, là, pour le laisser se refaire ses forces. Puis garde, on a décroché le poisson, on l'a pas sorti de l'eau pratiquement. Là, il est en train de se raviver tranquillement, pas vite. Avec le fait que le poisson n'était pas trop épuisé avant qu'on le sorte de l'eau, on peut faire une belle remise à l'eau parce qu'il n'est pas à bout de souffle. Fait qu'on va le remettre à l'eau, boum, il va repartir faire ses choses, c'est-à-dire manger tout ce qui existe ici. C'est-à-dire croquer nos leurres. Croquer nos leurres, c'est ce qu'on veut. Hey, félicitations, une très belle prise. Merci. Un beau petit mosquito Oui. sur un YG jerk. À peu près ça, 36 pouces, hein? À peu près 36-38 pouces. Un beau petit poisson. La robe est différente du brochet, hein? Un sur un glider, deux sur des jerk. Et voilà. Oui. Encore un autre? Bien sûr. Sur la même heure que tout à l'heure, ton heure noire. Oui. Écoute, deux belles attaques. Deux- On est rendu à 6 attaques au total. 6 attaques au Ça, total. c'est le deuxième qu'on réussit à piquer puis à netter, là. Richard, tu avais une explication tantôt pour la fenêtre d'activité précise dans laquelle on est. Oui, ben en fait, chaque journée, hein, il y a des périodes d'activité. C'est souvent timé avec les marées, les heures de marée. La lune. Oui, la lune puis les marées, là. On regarde les majeurs, par exemple. Oui, c'est ça. Là, on a une majeure aujourd'hui, puis elle est en train de commencer, là. Fait que ça paraît, là, tu sais, on a eu ressent. des attaques. À matin, il se passait rien. Oui. Puis là, ben, on commence à avoir de l'activité, là, plus la journée avance. Fait que c'est un peu ça, là, on rentre dans la fenêtre d'alimentation, là. On s'amène des pinces, évidemment, ça prend du gros stock, là. Oui. Mais une des principales choses, là, c'est Les coteurs. des vrais gros cutters pour couper les hameçons. Les au besoin, cutters là. comme Richard, ça va bien avec tes deux. Ouais. Mais ça, c'est des cutters. Tous les pêcheurs de mosquito ont ça. Ils appellent ça des Knipex. Ça coupe à peu près n'importe quoi. C'est très fort, ces pinces-là. Ce qu'on veut, Puis ça se manœuvre d'une main. ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'à la limite, quand on est rendu à trop blesser le poisson en sortant l'hameçon de là, on la coupe de l'autre côté. Quand Exact. ça nous permet de le sortir sans faire une plaie qui est trop profonde. Le poisson va bien s'en remettre, va bien cicatriser. Vaut mieux couper l'hameçon que de déboîter, si on peut dire, le poisson à forcer avec les pinces tout croche, là. Vaut mieux couper l'hameçon. Les leurres comme ça, de mosquito, entre autres, les hameçons, les trépieds sont en bronze. C'est pas pour rien. Il y a des raisons derrière ça. Puis une de celles-là, c'est qu'ils se désagrègent très vite avec le sucre gastrique. Ces poissons-là ont aussi des acides là, pour digérer. OK? Alors ça, ces hameçons-là ont la propriété en bronze de se désagréger beaucoup plus rapidement. Fait que même si tu coupes, en réalité, tu laisses même si tu coupes et tu laisses un petit bout d'hameçon, C'est pas grave. ça, 72 heures, puis ce bout-là, il est tombé, là. C'est désagrégé complètement, Ouais, puis c'est ça ça. ressort avec les selles normalement de l'animal. Exact. Génial. Ça, c'est une autre chose aussi, hein, glisser la main à l'intérieur Ouais, de ben, regarde. l'opercule, pas dans les branchies. Non, c'est ça. Il est vraiment sous la gueule. Il y a une belle interstice où on peut glisser les doigts. Ouais. Un peu plus petit que le dernier, plus coloré, par exemple. Oui. Hein, il y a un Très beau pattern sur le côté. Poisson en santé, ça. Oui, Puis tu sais quoi? Il va grossir encore. c'est ça. On va enlever le Hey, puits. ouais. Félicitations. 2 en ligne. Juste la rincer un peu, là. Ça va commencer à sentir. Oups. On va juste la tasser pour... En fait, présentement, c'est 2-0. Ils vont face à tout le monde. Ok. Pas en avoir manqué deux en plus, ça serait 4-0. Bon, Moi, je vous repousse. Le local, hein? Moi, je vous repousse. On s'en va remettre nos lignes à l'eau. On perd pas de temps.
Encore là! Hey! La puise, amène la puise. C'est bon, puis ça. Bon, hey, premier de la journée pour moi. Écoute, 2-1, Yvon. Laisse-moi juste le temps de prendre ma pince. Mais lui, le nez dans l'eau un peu. Ouais. On va le garder le plus possible. Possible dans l'eau. Approche-moi là. Lève la puise pour Ouais, y faire pour un pas petit... Une petite barrière. Ouais. Là. Je vais juste le tourner. On fait une belle remise à l'eau de ça. On envoie ça grandir, ce poisson-là. Il est en pleine santé. Immédiatement vers le fond. Va grandir, mange bien, on revient te voir. On a quand même fait un bon tour de la rivière. Là, c'est le temps de changer de l'air. Oui, ben là, ici, on l'a pêché tantôt. On est venu un peu plus de bonne heure aujourd'hui. Oui. On a eu de l'action sur des jerkbaits. Oui. Fait que là, on a continué à brûler. On a un peu brûlé le spot. Là, on a pêché pas mal longtemps tantôt dedans. On l'a laissé reposer une coupe d'heure. Là, on en revient pour une deuxième passe, plus en fin de journée. Là, ben moi, je change de tactique. Là, je me prends un leurre de surface. Oui. Lui, je vais le faire marcher là, en walk the dog, qu'on appelle. Là. Fait que gauche-droite, en surface. Donc, montre-moi la technique, comment tu l'appliques. Parce que, écoute, il y en a qui donnent le coup de côté, il y en a qui donnent le coup par en haut. La bonne méthode, c'est vraiment par en bas. Ben, gars, ben, Du moins, à moins que tu me contredises là-dessus, je vais te croire. J'y vais par en bas, moi aussi, mais ce que je fais, moi, c'est que plutôt que de tourner la poignée autour du moulinet, je vais tourner le moulinet autour de la poignée. Donc, tu fais ton action. Moi, je me barre, je m'installe, là, je me mets prêt prêt à récupérer, je vais me barrer comme ça. Puis là, c'est tout le temps... Ici, là, je bouge quasiment pas. C'est l'autre, c'est la canne que... Parce que le principe, c'est vraiment d'envoyer la tête du leurre d'un côté, de l'autre côté, d'un Exact. côté, de l'autre côté. Ça marche pas avec toutes les leurres. C'est pas tous les poissons nageurs qui peuvent le faire. Il y en a Non. qui vont juste continuer en ligne droite, ça va donner des petits coups, c'est tout. En fait, les leurres qui vont avoir cette action-là, quand on les regarde, là, c'est comme un... Tu sais, il n'y a pas de palette, il n'y a rien Oui, en avant de oui. ça. C'est rond, c'est comme un cigare, là. C'est uniforme, tout bord, tout côté. Et ça, c'est sûr qu'il y a un ballon dedans. Comme celui-là, il y a des billes dedans, Oui. il fait beaucoup de bruit, il fait beaucoup de vibrations dans l'eau. Ça va lui permettre d'être stable. Ben, oui, mais en même temps, ça le fait un peu dandiner comme ça. Fait que les reflets sur le côté du leurre, quand le leurre commence à dandiner de même, là, le poisson va voir ces reflets-là plus facilement que s'il n'y avait pas de billes dedans. Là. Oui, puis du dessus, on le voit, ça fait un petit peu comme un shiner, si on peut le dire comme ça. On voit la bedaine qui vient sur le dessus, qui ça. vient à la surface. Fait- De mon côté, Oups. Bouge pas, je pense qu'ils vont. Oh, Mosquée! ils vont un poisson. Mosquée! Ah, c'est ah, là il vient de Il l'échapper. vient- On va être obligé de continuer la chronique au lieu d'aller le voir. Écoute, moi, je suis encore en train de jerker. J'ai eu une belle expérience ici tantôt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté ma couleur. Tout à l'heure, j'avais vraiment un dos de grenouille avec une bedaine vraiment orangée. Là, je suis noir. Le temps est pour ça aussi. Puis Yvon a eu des belles expériences avec le noir. Alors, ce que je fais, là, simplement, après avoir placé mon leurre, pas besoin de l'envoyer bien loin, là, c'est que j'y donne vraiment une bonne drop pour qu'il descende. Je récupère mon mou, une bonne drop pour qu'il descende. Puis, quand même assez agressif. Ça décrit vraiment une oscillation dans l'eau. Et évidemment, ben, comme tu le sais, en arrivant sur le bord, bien souvent, je vais aller faire un beau 8 question de voir si j'avais un suiveux. Et tu vois, je vais l'essayer encore un petit bout de temps. Si ça ne fonctionne pas, moi, j'ai quasiment l'intention d'y aller sur un poisson nageur de surface, puis d'y aller juste en ramenant tranquillement avec quelque chose de sombre. On va essayer ça. C'est l'heure de la journée où on peut se permettre plusieurs essais là, parce que la luminosité descend rapidement. On taquine le monsieur. On varie le menu. C'est bon. Richard, on n'a juste pas de bon sens.
on vient de passer la journée sur la rivière, puis nous voulons rendre sur le bout du quai, parce qu'on veut, juste une coupe de ligne avant de partir. Hey, belle journée. Mais un temps de mosquée, hein? Ça fait une semaine que c'est du nord-nord-est, non-stop. On connaît bien des pêcheurs que quand c'est nordais, ils sortent pas. Oui. Nous, on est sortis pareil. On finit la journée, on a un beau bilan. Là. 3 masquis pris. Oui. Moi, j'en ai manqué 2. Toi, t'en as manqué 2 autres en plus. 4 autres. Tu sais, ça fait pas mal de mosquis dans une journée. Là. Oui, C'est une, pour le nombre d'heures de pêche qu'on avait, on n'a pas perdu notre temps On va nous aujourd'hui. faire une belle journée. Yvon qui remporte la palme avec ses 2 mosquits. Ah oui, c'est une bête. Ils vont... Moi, j'ai eu la chance d'en sortir un. Et l'heure d'Yvon qui ont fait leur preuve aujourd'hui, on a eu beaucoup d'attaques sur tes leurres. Bon, tu vois, on finit la journée, les 3, on a le même leurre sur nos cannes, c'est tiens. C'est ça que tu as fait, c'est bon signe. C'est l'heure qui a marché le plus aussi aujourd'hui. Là. Ça, on a essayé plein de techniques, plein de leurres. Oui. Il a starté avec ça, ça n'a pas été long qu'il y a eu de l'action. Fait que Oui. c'était On a ça tout qui s'est switché maintenu. là-dessus. Ouais. Puis là, ben, je pense que c'est pas fini. Hein. Puis écoute, côté confort, on avait, première des choses, un excellent capitaine. Michael, je veux dire que tu nous as promené en Cadillac. Je fais du mieux que j'ai pu, mais je pense qu'on avait l'embarcation pour répondre à nos besoins. Hein. Ah, entièrement. C'est une embarcation qui est faite pour ça, toutes les commodités. L'utilisation du moteur électrique avec le point d'ancrage, c'est génial. On continue à travailler notre shot de notre côté. Ouais, vraiment, là, tu as une petite adaptation. Après ça, on s'amuse, regarde, on sort de la pédale, puis on s'enligne, on trouve nos spots. Puis, tu sais, peu importe la température, avec un taux campeur, c'est le confort. C'est ça, on était bien. Je riais d'eux autres un petit peu plus de bonheur dans l'émission. Je les voyais passer de la petite larme sur le bord de l'œil dans le vent. Fait que c'est une partie remise. Merci tout le monde. Puis on se revoit. Bien là, on s'en va sur le bout du quai. Continue ça. Du poisson encore. Yes. Allons-y. Louis Turbide de Sentier Chasse-Pêche, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Écoute, mois de novembre dernier, tu mettais en éditorial le fait que Sentier Chasse-Pêche venait soutenir le programme de mentorat de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Exactement. C'est un projet, moi, qui me tenait énormément à cœur. Quand j'ai rencontré le directeur général, Alain Cossette, il y a plus d'un an et demi, parce que c'est un projet de longue haleine, Oui. tout de suite, j'ai dit, il faut que Sentier s'implique dans ça. C'est trop incroyable. Enfin, un programme national dédié à la relève, autant au niveau de la chasse, de la pêche et du piégeage. C'est beau, il y a beaucoup... Tous les intervenants dans le domaine, Martin, vont parler de la relève, comment que c'est important. Puis si on veut être en business demain matin, même les magazines, la télévision, les magasins, n'importe quoi, on est tous conscients. ça nous prend de la clientèle pour demain. Puis même pour assurer la pérennité de nos... l'action de chasser, de pêcher, tout ça, ça nous prend de la relève. Sinon, comment vous voulez, autrement dit, qu'on défende nos points auprès du ministère, des choses comme ça. Donc, enfin, un programme national, c'est pour les gens qui ne le savent pas, Martin, c'est important de dire que c'est un portail, un méga portail Internet où des mentors, donc des gens d'expérience, peuvent être jumelés, autrement dit, à des initiés, des mentorés qu'on appelle. Ces mentorés-là, autrement dit, dépendamment de si c'est des chasseurs d'orignaux, ils vont s'inscrire sur le site et ils vont nommer leur intérêt. Bon, moi, je suis un maniaque, exemple, de sauvagine, d'orignal et tout ça. Novice, je veux être jumelé avec des gens d'expérience pour apprendre, justement, de cette passion-là. Donc, un projet, moi, je trouve ça exceptionnel. Oui, puis facilitant au bout. Tu te rends sur le site, on s'en va s'inscrire. Tu as immédiatement le choix dans quelle catégorie tu te classes, c'est-à-dire est-ce que tu veux mentorer, est-ce que tu veux accompagner, est-ce que tu veux être mentoré. Là, tu as le choix chasse, pêche, piégeage et tu peux écrire un peu. J'ai été fouillé un petit peu au travers des mentors sur le site. J'ai vu entre autres mon ami Stéphane Monette. Exact. J'ai un sourire en le voyant là. J'ai dit, il y a du temps pour ça, mais il ne retourne pas toujours mes appels. C'est noble, Ça démontre l'importance que Stéphane a envers la relève. Exactement. Donc, et je reprends ce que tu disais tout à l'heure, on en parle, tous les intervenants du milieu en parlent. V'là un moyen d'agir concrètement. Ne reste qu'à se rendre sur le site. Vous êtes retraité, semi-retraité, vous êtes travailleur, mais vous avez le temps de le faire, vous voulez
partager votre passion, c'est la place où aller le faire. Vous l'avez toujours dit, dans mon entourage, je vois malheureusement beaucoup de gens qui tentent d'émerger dans la chasse et dans la pêche puis qui n'ont pas la chance d'avoir un environnement familial qui peut les pousser vers là. C'est la place pour aller chercher de l'aide. Exact. Puis moi, quand j'ai parlé à M. Cossette au niveau de la FDCP, j'ai dit, je vais te fournir la carotte pour attirer les gens, la carotte pour attirer les gens sur ton portail. C'est que Sentier, on a décidé de donner un abonnement électronique d'1 an, tout à fait gratuitement, à toute personne qui s'inscrit sur le programme Mentorat. C'est très simple. Si tu es allé sur le site, tu l'as vu, les gens rentrent toute leur information. Automatiquement, en bas, c'est marqué « J'accepte de recevoir l'édition électronique de Sentier pour 1 an ». Fait que les gens, en remplissant leur fiche unique dans Mentorat, c'est jumelé automatiquement à notre système informatique à nous, puis ils reçoivent une acceptation comme de quoi qu'ils sont abonnés, puis ils reçoivent la revue à tous les mois via électronique. C'est un appui qui est super généreux de votre part. Et moi, je dois te dire, on va se dire à la prochaine. C'est tout le temps le fun de t'avoir en studio. Ça me fait plaisir. Un gros merci. Mais nous, on se quitte le temps d'une pause. Alors, vous restez là, on vous revient. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Le bar rayé, c'est une des espèces les plus convoitées des dernières années. Également une espèce et une pêche qui portent beaucoup de questionnements, surtout en ce qui a trait aux zones de pêche qui sont permises. Et à ce sujet, Michel Legault en studio avec moi. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Biologiste au niveau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, principalement au niveau, aussi c'est pas uniquement au niveau du bar rayé. On dresse un portrait des différentes zones de pêche et il y a un questionnement auquel vous venez répondre. Oui, effectivement. Depuis quelques années, on permet maintenant la pêche au bar rayé au sud de la Gaspésie et ça fait en sorte que ça amène de la confusion auprès des pêcheurs sportifs qui croient également qu'ils sont en mesure de pouvoir pêcher le bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, il faut comprendre que le bar rayé était historiquement présent dans le fleuve Saint-Laurent, mais qui a disparu dans la fin des années 60 et que depuis le début des années 2000, le gouvernement du Québec a initié la réintroduction de cette espèce dans le fleuve Saint-Laurent pour éventuellement en arriver à pouvoir permettre une pêche sportive. Donc, pour le moment, on est en période de restauration, de réintroduction, donc il n'est pas encore possible de pouvoir pêcher cette espèce dans le fleuve Saint-Laurent, contrairement à ce qui est permis de faire au niveau du sud de la Gaspésie. On parle du sud de la Gaspésie, baie des Chaleurs. Est-ce que vous pouvez me tracer le territoire dans lequel on a le droit de le pêcher? Oui, grossièrement, ça va du fond de la baie des Chaleurs, finalement, là, du côté aval du pont de Campbellton, et ça se rend jusqu'à l'extrémité de la péninsule gaspésienne, jusqu'à Cap-Gaspé. Donc, entre ces deux points, il est possible de pouvoir pêcher le bar rayé. Et pour l'année 2015, la saison va être du 15 juin au 30 septembre. Et durant cette période, il va y avoir une période de 8 semaines où les gens vont être en mesure de pouvoir en conserver un par jour, qui est du 1er juillet au 25 août. Donc, on a 2 périodes avant et après la période de rétention qu'on appelle, où c'est permis de pouvoir garder un bar rayé, où les gens vont devoir remettre les bar rayés à l'eau. Et par contre, durant 8 semaines, les gens vont pouvoir avoir le plaisir de pouvoir en conserver un à tous les jours au moment où ils vont pouvoir pêcher. Donc, on vient de rallonger la période. Oui, parce que l'année passée, en 2014, les gens avaient droit à une période de 4 semaines durant laquelle c'était possible de pouvoir conserver un bar rayé. Et suite aux analyses, la situation de la population qui fréquente le sud de la Gaspésie, il nous a été possible de pouvoir permettre une prolongation de 4 semaines, donc de doubler la période durant laquelle les gens vont pouvoir conserver un bar rayé. Ce qui est bon signe au niveau des populations. Oui, exactement, parce qu'on fait face à une abondance quand même très importante de cette population-là, qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc, ça nous permet de pouvoir offrir cette nouvelle activité auprès des pêcheurs sportifs qui veulent bien se déplacer jusqu'en Gaspésie. Donc, c'est très clair au niveau des zones. Les questions qu'on reçoit souvent, c'est que les gens voient les dates, mais ne figurent pas où souvent la partie des zones est dans une information qui est séparée. Alors, c'est très clair. Quand ça s'appelle Fleuve Saint-Laurent, pour l'instant, c'est non. Le territoire de baie des Chaleurs, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Par contre, il y a des signes qui donnent envie de croire que la population dans le fleuve Saint-Laurent, de par elle-même, est en train de se revigorer et qu'on pourrait entrevoir un futur où est-ce qu'on pourrait repêcher le bar dans le fleuve Saint-Laurent. Oui, et qu'on espère le plus tôt possible. Donc, on fait un suivi quand même annuel de l'évolution de l'abondance du bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent, ce qui va nous permettre éventuellement de pouvoir déterminer à quel moment on sera en mesure de pouvoir permettre une certaine exploitation de l'espèce. Et une fois que ça sera permis, de suivre annuellement l'évolution de cette population-là pour pouvoir déterminer si on peut
qu'on devrait être plus conservateur, si on veut, au niveau de la réglementation ou au contraire, être plus permissif et de pouvoir permettre aux pêcheurs de pouvoir en conserver davantage. Et là, quand on dit on observe, là, on ne fait pas juste regarder dans l'eau. Vous avez apporté un appareillage que vous utilisez pour repérer les barres rayées qui sont marquées. Donc, la borne que vous avez là, qui, dans le fond, est un récepteur des signaux d'émetteurs qu'il y a dans les barres rayées. Exactement. Donc, à chaque année, on capture un certain nombre de barres rayées auxquelles on appose un émetteur. Donc, ces émetteurs-là émettent des signaux qui nous informent à qui on a affaire lorsque le signal est capté par ces bornes. Et on a près de 145 de ces récepteurs qui sont installés annuellement dans le fleuve Saint-Laurent. Ça couvre la région de Montréal jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, ça nous permet de faire un suivi très serré des déplacements des barres rayées, de pouvoir voir les zones qui sont utilisées pour s'alimenter, de pouvoir déterminer des endroits où il pourrait y avoir des concentrations de reproducteurs en période de reproduction. Donc, de pouvoir après ça aller avec d'autres technologies pour aller confirmer si effectivement c'est un endroit qui est utilisé pour la reproduction. Vous parlez de où est-ce qu'il va s'alimenter. Il y a un sujet qu'on va régler tout de suite aussi. Il y a une peur dans la réapparition du bar rayé et son effet sur les populations de salmonidés. Ce pourrait être un poisson de taille intéressante en tant que nourriture pour le bar rayé. Mais cette même technologie-là vous a permis d'observer des déplacements qui étaient contraires à ce qu'on pense des saumonaux par rapport au bar rayé. Exact. Autant la venue du bar rayé en Gaspésie a pu susciter jusqu'à maintenant un très grand enthousiasme auprès des pêcheurs sportifs. En même temps, il y a une crainte qui est venue avec ça à l'effet que le bar rayé pourrait être un prédateur important des saumons, donc qui est une autre espèce aussi qui est très recherchée par les pêcheurs sportifs. Donc, effectivement, avec cette technologie, on a été en mesure de pouvoir suivre les déplacements du bar rayé le long de la côte de la Gaspésie, de déterminer à quel moment ils arrivent le long de la côte, à quel moment ils repartent, et de pouvoir mettre ça en lien avec les périodes où les jeunes saumons, les saumonaux, quittent les rivières pour se diriger vers leur site d'engraissement. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que, de façon générale, les bar rayés, lorsqu'ils arrivent le long de la côte de la Gaspésie, la très grande majorité des saumonaux ont déjà quitté les estuaires des rivières et se sont dirigés vers leur zone d'engraissement, ce qui fait qu'il y a une très petite période où les deux espèces sont en contact. Et durant cette période-là, on a amorcé l'année dernière une étude qui nous permet de pouvoir déterminer de quoi s'alimentent les bar rayés. Donc, on a dû sacrifier un certain nombre d'individus pour vérifier qu'est-ce qu'ils avaient dans l'estomac. Et on a pu constater que, dans le fond, ils se nourrissent principalement de capelans, de lançons et d'épinoches, qui sont les principales espèces les plus abondantes qu'on retrouve le long de la côte gaspésienne, et aucun saumonot n'a pu être observé dans les estomacs en tant que tel. Donc, bon, c'est une bonne nouvelle du fait qu'il n'y a pas de synchronisation, si on veut, entre les deux espèces, donc ils ne se rencontrent à peu près pas, ce qui fait en sorte que ça limite de beaucoup les probabilités qu'il y ait une prédation qui soit exercée par le bar rayé sur le saumon. Monsieur Legault, merci beaucoup de votre passage en studio. Ça nous éclaire énormément. Vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a entre autres ces billets-là, ces petits collants-là qui se promènent au niveau de la bonne remise à l'eau du bar rayé. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, on est avec Danny Hébeau de Éthique. On parle des leurres de base, on parle des grands classiques. Cette chronique vous a été présentée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Danny Hébeau, t'as l'air de bonne humeur, toi. Moi, je suis de bonne humeur, mais que je suis de bonne humeur. T'as passé un beau salon? Un salon extraordinaire, Martin. Tu sais que c'est un contact privilégié avec les utilisateurs de nos produits. Et puis, comme manufacturier, on a rarement l'occasion d'être aussi proche des gens. Et c'est une opportunité, je te dirais, pour partager des belles histoires de pêche, mais aussi pour apprendre des choses. Puis apprendre des techniques de pêche. Imagine-toi donc, le samedi après-midi, il y a un monsieur qui rentre dans le kiosque puis qui me dit bonjour, puis il me dit « Hey, Danny, j'ai une technique de pêche spéciale. » OK. Moi, je pensais que tu parlais des utilisateurs qui apprenaient des techniques. C'est quelqu'un qui est venu t'apprendre une technique à toi. Oui. Puis j'ai dit « Ah oui, ça m'intéresse, ça. C'est quoi votre technique? » Il dit « Moi, je prends 2 cuillères, back-to-back. » Là, ce que tu veux dire par back-to-back, tu veux vraiment dire des cuillères en position cuillère. Donc, Exactement. Des cuillères qu'on va venir, si on veut, superposer. Comme ça. Il enlève les anneaux. OK. Après ça, il remet l'anneau pour les attacher à chaque bout. Puis après ça, il pêche avec donc, ça. Donc, il prend un des deux, ils attachent dans les deux trous, d'un bout à l'autre. C'est ça. Question qu'ils restent attachés ensemble. Tout à fait. Oui, mais j'ai dit,
Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ah, il dit, écoute, c'est extraordinaire. Il dit, ça me donne de la pesanteur. Puis il dit, deux, il dit, les cuillères frappent ensemble, ça fait du bruit, puis ça attire le poisson. Ouais, mais j'ai dit, comment vous avez fait pour trouver cette technique-là, vous? Ben, il dit, écoute, j'étais à la pêche, puis le poisson était en profondeur, puis je n'étais pas capable d'y aller, puis j'avais pas de plomb. Fait que là, je me suis dit, si je mets 2 cuillères, une à côté de l'autre, ça va me donner de la pesanteur. Peut-être que je vais avoir un succès. Il dit, boum! Il dit, effectivement, j'ai eu du succès, ça l'a mordu, puis j'utilise cette technique-là. Fait que là, il m'a fait promettre de l'essayer cet été, puis effectivement, peut-être qu'il nous écoute ce soir. Je vous promets que je vais l'essayer, puis je vais vous arriver avec des résultats à l'automne prochain sur, je dirais, la productivité de cette technique-là. Et qui sait, peut-être que l'an prochain, on va avoir un nouveau produit qui va s'appeler la double wobbler. Ou la clicker wobbler. La clicker wobbler, ou quelque chose du genre. Et j'aimerais tout simplement, au nom de toute l'équipe d'Éthique, de remercier les gens de venir nous voir, moi et Éric, ce week-end, d'avoir partagé ça avec nous. On sort de ce salon-là, nous, énergisés, comprends-tu? On a hâte que la saison commence. On travaille déjà sur des nouveaux produits. Donc, ça nous donne encore plus de motivation pour développer ces produits-là. Alors, un gros merci à tout le monde. Là, tu m'as amené, parce que tu me parles de technique, Oui. tu sembles m'avoir amené pas mal les grands classiques de la pêche. Bien, ce soir, c'est juste essayer de voir qu'est-ce que ça prend minimum pour être capable de prendre du poisson. Et là, on parle vraiment de la truite mouchetée, Oui. pas pour les autres espèces. Parce que le coffre à pêche, souvent, est assez gros, puis il est un peu tannant à traîner. Puis il y a des endroits qui sont pas faciles d'accès. Fait que moi, quand ça arrive, j'ai une sélection de leurres pour différentes occasions qui me permet de les avoir avec moi puis de ne pas, comme je dis, traîner mon coffre à pêche au complet. Oui. Le premier de ces leurres-là, c'est la Toronto Wobbler. Le grand classique. Le grand classique, évidemment, qui se fait dans le 1,5 pouces, 2 pouces, 2 pouces et demi, 3 pouces et 3 pouces et demi. Et il se fait de différentes colorations. On peut dire nickel, copper. Il se fait en UV. Il se fait de différentes façons, au choix du pêcheur. L'action. L'action, c'est un leurre tournant, donc il tourne sur lui-même. Et c'est un leurre qui va vous permettre de pêcher dans une profondeur d'environ 1 pied et demi. Différent de la cuillère idéale. Absolument. La cuillère idéale, elle, qui a 2 actions. La cuillère idéale, elle va valser, un peu comme une feuille à l'automne, et de temps à autre, elle va tourner sur elle-même, donc elle va être pivotante. Cette cuillère-là vous amène une profondeur un petit peu plus profonde, soit autour de 4 à 5 pieds environ. Et elle émet une vibration différente, bien sûr. Et évidemment, il ne faut pas passer à côté de la Clear Wobbler. Et celle que tu tiens en main est une couleur... T'as vu que je prenais la bonne? Oui, tu prends la bonne. C'est une couleur très productive au printemps. C'est un leurre de surface, évidemment. Que moi, Là, tu donnes les grands secrets, tu le sais, là. Je sais, mais il faut partager, hein? Enfin, ce week-end... Regardez cette couleur-là, là, et souvenez-vous-en, là, truite mouchetée au printemps, C'est ça. courez après cette espèce de couleur onyx un peu là, Ça. et bleu, très productif. C'est surprenant. Et évidemment, avec ces leurres-là, ça te permet de pêcher de différentes façons. Maintenant, qu'est-ce que ça prend avec un leurre? Ça Quelque prend chose pour accrocher le poisson. Bien, ça prend des hameçons. Alors, on a des hameçons présidents qui sont déjà prémontés, faciles à traîner, faciles à installer. Il y a des gens qui préfèrent monter leur hameçon eux-mêmes. Écoute, c'est correct aussi. Il y a différentes grosseurs, donc 2, 4, 6, 8, là, tout dépendant de la grosseur de truite que vous pêchez. Facile à traîner. Et ça prend évidemment aussi des émerillons pour faciliter la pêche et éviter que votre fil se twist en bon français ou se tourbillonne. Là. Oui, tortille. Donc, Tortille. On prend les émerillons qui sont... On prend les émerillons avec ball bearing. Et, Ça, c'est un grand secret signé M. Imbeau. ouais, ben moi, c'est une technique de pêche que j'utilise régulièrement. Une mouche à laquelle je mets 24 pouces de monofilament et que je viens accrocher à la cuillère, au bas de la cuillère. Au lieu de mettre l'hameçon régulier président, j'accroche la mouche avec pas de verre au complet et 24 pouces plus loin, j'ai la mouche, tout simplement. Et je vais pêcher un petit peu en profondeur avec cette mouche-là. Et c'est très productif, je te dirais. Retour aux 2 secrets de la soirée. La coloration de la Clear Wobbler pour la truite mouchetée au printemps. Absolument. Et le petit truc bien camouflé de la mouche qui suit la Wobbler, quelle qu'elle soit. C'est ça. Danny Imbeau, c'est un plaisir encore. Je te garde Merci en studio. beaucoup. Encore Merci. beaucoup de belles choses. Nous, on s'en va à la pause. Au retour de la pause, attention, on nettoie des crânes et pas avec n'importe qui, avec Éric Bory qui va être en studio avec toutes ces petites bébites.
Éric Bory, comment ça va? Bien, et toi, Martin? Ça va super bien. Je peux pas en dire autant que tout le monde en studio. J'espère que tu as une bonne explication pour tes petites bébites. Oui, je sais, tout le monde n'aime pas les insectes, mais moi, c'est ma vie, c'est mon outil de travail. Et ça, ils me font gagner ma vie avec ça. Bien, parlons-en, parce que aujourd'hui, on parle du principe de nettoyage et de blanchiment de crâne. Avant même de parler des insectes, parlons de l'autre méthode, parce qu'il existe une autre méthode que toi, tu n'utilises pas. Il y a des raisons pour ça. Les raisons, c'est tout simple, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui disent, bon, je vais intégrer ça dans un fourmilier, dans la terre, puis c'est la décomposition, si tu veux, de l'os. Parce que l'os, il ne faut pas oublier que l'os, c'est à base de calcium. Si tu l'humidifies, donc il se ramollit. Oui. Il se ramollit complètement. Les dents tombent, les pores s'ouvrent, tout tombe. Il y en a qui les font bouillir. Je l'ai faite, cette méthode-là. Attends, maintenant, je jouais au puzzle avec. C'est clair que tu faisais un puzzle. C'est le puzzle avec un crâne, c'est une chose que tu fais un peu. Ça paraît évident comme ça, là. Hein? Ça paraît évident comme ça quand c'est attaché, mais une fois détaché. C'est ça, il faut savoir où vont les canines. Oh là, c'est vraiment l'enfer. Je ne me parle plus de bouillir, moi, non. Ça. Et puis je suis rentré avec, j'ai connu les dermestes. Mais si je ne me trompe pas, c'est la méthode que les musées utilisent. Tout à fait. Tout à fait. Tous les muséums du monde utilisent le dermeste. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les muséums qui l'ont inventé. Ils utilisent aussi de la fourmi rouge et ils utilisent aussi le cafard d'Afrique. Des cafards qui sont gros comme mon pouce, qui font 3 pouces. Pour les plus gros crânes, voilà, tu sais, on change de la moufette ou du viso. Hein? Nous, on ne chasse pas, c'est aussi... non, c'est ça, exactement certain, ça. Mais l'insecte par lui-même, si tu nous en parles un peu, parce que c'est quand même... Je vois différents stades de croissance de ces individus-là. Donc, on a un stade larvaire. Exactement. Ça, c'est les brunes. Ça, c'est la larve. Elle va prendre à peu près entre 2 mois à 3 mois avant qu'elle devienne adulte. Et les noirs, c'est le scarabée. Ça fait partie de la famille des scarabées. Les noirs, c'est les adultes. Leur fonction, eux, c'est la reproduction. La ponte, la reproduction. Ils font, en majorité, à 90% du temps, ils font que ça. Ça, c'est pour l'adulte. L'adulte. Alors que la larve... La larve, elle fait que se nourrir. Et bouffe. Et si on va ici au centre, on voit très bien, là, je vais dégager un petit peu, là. Puis là, présentement, c'est quoi qu'il y a dedans comme nourriture? J'ai mis un morceau de bœuf. Okay. On a nettoyé un crâne de bœuf aujourd'hui, puis j'ai pris un morceau pour pouvoir mettre à l'émission pour montrer ce que c'est. Quand je suis arrivé ici, tantôt, ils étaient c'était recouvert, c'était incroyable. Et là, je ne sais pas si on voit bien, là, ils sont tous rendus dans les coins ici, là, on va les ramener, là. Là, à peu près, dans le bac, il y en a à peu près. Il y en a énormément. À peu près 10 000. Si on tasse un peu, je ne vais pas me faire manger. Oh, là, tu peux y aller, regarde même avec les doigts. Pas de problème. Je sais. Ça doit nettoyer un bobo, hein? Oui, exactement, mais pas les on voit bien, là, ici, là, quand même, là. On voit bien, il y en a énormément dans le haut, là. Je partais pour dire ça fourmille, mais ce ne sont pas des fourmis. Il y en a énormément. Donc, insecte qui est très performant. Et la particularité, tu me disais, c'est que cet insecte-là est capable, et là, je vais prendre un crâne qui sort d'un bac, exact, de vraiment bien faire le tour. Le tour de partout. Ils vont partout. La grosse, ils vont là où ils peuvent, mais les petites, les plus petites, on va sortir le matin pour pas qu'ils sortent. Oui. Toutes les petites, ils vont rentrer à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est les naseaux. C'est ça qui est toujours le plus difficile à faire quand on les fait. Je vais le montrer à la caméra un peu. Quand on les fait bouillir, c'est la première chose qu'ils aient fait, c'est lui. Il y en a qui arrivent à les faire bouillir, ils ont attrapé une technique, ils arrivent, mais pour moi, je ne démordrai pas, c'est toujours les dermestes. Et ça va partout, là, à l'intérieur. Si on vire un petit peu de crâne, là, on voit un petit peu toutes les canalisations dans lesquelles on doit aller enlever de la viande. Il y a du cartilage là-dedans, il y a de la chair, non pas nécessairement de l'épiderme, mais de la peau et du gras, mais il y a une certaine chair là-dedans, des tendons, tout. Ça doit tout être vidé. Autrement, cette viande-là va pétrifier dans le crâne, ça va sentir un bon petit parfum d'ambiance dans la maison qu'on veut pas. Non, ça ne me tente pas non plus. Et là, ici, ce ne sont pas des crânes de fumeurs, ce sont des crânes qui sortent tout frais de dermestration. Comment tu appelles le procédé? Le procédé, se faire manger. Faire manger la viande. Donc, ils sortent de l'opération chirurgicale carrément que ces dermestes-là font. Et ça a cette couleur-là parce que tu me disais qu'il reste un certain gras après l'os. Tout à fait. Mais ceux-là, je les ai laissés plus longtemps parce que, bon, comme c'est des crânes cassés, parce que le dermeste, l'adulte, ceux les cassés, ils vont dessus puis ils vont pondre sur les crânes.
OK. Surtout sur les Donc, ça crânes. devient un support de ponte. Un support de ponte. C'est pour ça qu'eux, ils ont une couleur un peu plus foncée. Mais d'habitude, excusez, d'habitude, quand je les sors, ça peut, en 24 heures, ils sont rouges. Rouges. C'est comme si tu l'avais trempé dans l'iode? De l'iode carrément, rouge, parce qu'ils ont tellement mangé vite le crâne que l'os est encore imbibé de sang. Ça va aussi vite que ça? Ça va aussi vite que ça. Et puis, après qu'ils l'ont mangé, ils vont finir, les adultes, ils vont sucer, si tu veux, l'os pour pouvoir aller chercher. Pomper le sang qui reste. Exactement, parce que c'est leur boisson. Parce que je ne leur donne pas à boire. Ils boivent rien qu'avec... Ils s'abreuvent avec ça, littéralement. Avec le crâne et la viande que je leur donne. Il nous reste moins de 30 secondes rapidement pour partir du brun au blanc ici. Là, après, ça, quand je les ai sortis, là, je les mets dans un des produits dégraissants. Je les laisse de 15 jours à 3 semaines. Et puis après, je le mets dans le peroxyde à 60%, à un certain temps. Puis on arrive à avoir une qualité comme ça. Donc, que ce soit pour tout simplement exhiber un trophée de façon peut-être différente de la taxidermie avec toute la peau avec et le poil avec, ou encore pour tout simplement collectionner des crânes. Je me souviens, j'en ai amené à l'école de mon gars, tu m'en as donné, ils ont trippé Ah ouais? énormément. Cool. Oui, absolument. Écoute, c'était super. C'est une belle technique. On peut passer chez vous, voir un petit peu les résultats de tout ça. Tout à fait. Ou profiter de ton savoir-faire et du savoir-faire de tous tes petits amis là-dedans sur les crânes des animaux qu'on abat. Éric, je te remercie infiniment. Il n'y a pas de problème, Martin. De notre côté, c'est ce qui met fin à l'édition, à cette édition de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. On aime recevoir vos commentaires. On en reçoit déjà beaucoup, mais vous pouvez continuer, ça va très, très bien. Il y a toujours, évidemment, le LCP à commercial télé-mag.tv pour nous écrire. Dans les prochaines semaines, vous savez, chasse à l'ours qui s'approche, c'est la préparation de la chasse à l'ours. Donc, on vous encourage à appeler du côté des clubs de tir, à savoir quand ils vont ouvrir leurs portes, surtout pour les clubs de tir extérieurs. On veut pratiquer le plus possible. On va aller vider une coupe de boîte de balles, question de s'assurer que l'ajustement de la carabine et que l'ajustement de l'œil est toujours bon. La semaine prochaine, on vous présente une autre partie de ce reportage qu'on avait tourné sur le lac Ontario. C'est un rendez-vous, soyez les nôtres. Yes, je l'amène. OK, yes! Wouhou! T'as-tu vu la grosseur du poisson, sérieux? Hey, je suis vraiment content. Oh que oui! Oh que oui! Wouhou! Oh! La grande piscine à saumon. Ouais, c'est ça. Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, votre boutique de chasse et pêche à Québec, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.